Il y a des jours où la langue devient refuge. Mais parfois, elle devient aussi révélation. Cette histoire commence par une matinée glaciale à Genève, quand les vitres se couvrent de givre et que le monde semble avoir oublié certaines âmes. C'est l'histoire d'Inès, 28 ans, et de Robert H. Adler, un millionnaire américain. Deux mondes qui ne devaient jamais se rencontrer, jusqu'à ce qu'une phrase murmurée change le cours de deux vies entières. Le froid de février pénétrait jusqu'aux os ce matin-là. Dans le Penthouse luxueux surplombant le lac Léman, Inès ajustait son manteau élimé avant de commencer sa journée de travail. Elle était femme de ménage depuis 3 ans maintenant, après avoir quitté Paris dans l'urgence d'une tragédie personnelle. Ses mains, rendues rugueuses par les produits d'entretien, portaient encore la délicatesse de quelqu'un qui avait jadis tourné les pages des plus beaux livres de la littérature française. Ce matin-là, elle se dirigea vers la bibliothèque de Monsieur Adler. Cette pièce était son refuge secret dans cette maison immense et froide. Les milliers de livres alignés sur les étagères en bois précieux lui rappelaient un temps révolu, quand elle était étudiante à la Sorbonne et que les mots de Montaigne, Proust et Hugo résonnaient dans son esprit comme une mélodie familière. Elle commença à dépoussiérer délicatement chaque volume, et comme souvent quand elle était seule, les mots remontèrent à sa mémoire. Sans s'en rendre compte, elle se mit à réciter à voix basse un passage des essais de Montaigne qu'elle avait appris par cœur des années auparavant. Sa voix portait l'accent parisien qu'elle n'avait jamais vraiment perdu, malgré ses années d'exil volontaire. Nous ne sommes que cérémonie, murmurait-elle en français littéraire, la cérémonie nous emporte, et laissons la substance des choses. Nous nous tenons aux branches et abandonnons le tronc et le corps. Elle ne savait pas que Robert H. Adler venait d'entrer dans la maison. Cet homme de 52 ans, qui avait bâti un empire financier à force d'intelligence et de détermination, s'arrêta net en entendant cette voix. Il connaissait le français, l'avait étudié à Harvard et parlait couramment lors de ses années européennes. Mais ce qu'il entendait dépassait la simple maîtrise linguistique. Cette femme qu'il croyait ne parler qu'anglais approximatif récitait Montaigne avec une perfection qui le laissa sans voix. Il s'approcha silencieusement de la bibliothèque, ses pas étouffés par l'épais tapis persan. Inès continuait sa récitation, perdue dans ses souvenirs, quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement, le visage empourpré par la gêne et la peur d'avoir été surprise. « Monsieur Adler, je suis désolé », balbutia-t-elle en anglais, retrouvant immédiatement son rôle de domestique. « Je ne voulais pas vous déranger. » Mais Robert ne bougeait pas, la regardant avec un mélange de surprise et de curiosité profonde. « Vous parlez français » dit-il doucement en français. « Parfaitement français. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Inès baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Elle croyait que c'était la fin, qu'elle allait être renvoyée pour avoir osé exister au-delà de son rôle de femme de ménage invisible. « Je vous prie de m'excuser, monsieur », dit-elle en français cette fois, sa voix retrouvant naturellement sa musicalité native. « Je ne pensais pas que quelqu'un m'entendrait. » Robert observait cette transformation avec fascination. La femme discrète et effacée qu'il côtoyait depuis des mois venait de révéler une dimension insoupçonnée. Sa posture même avait changé, comme si parler sa langue maternelle lui redonnait une dignité qu'elle avait enfouie. « Puis-je vous demander où vous avez appris à réciter Montaigne avec une telle précision » demanda-t-il avec respect. Inès hésita longuement. Elle n'avait jamais raconté son histoire à personne depuis son arrivée en Suisse. Mais quelque chose dans le regard de cet homme, une sincère curiosité dénuée de condescendance, la poussa à répondre. « J'ai étudié la littérature française à la Sorbonne, monsieur. Il y a longtemps. » Ces quelques mots portaient le poids d'une vie brisée et reconstruite tant bien que mal. Robert sentit qu'il y avait là une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraissait. « Venez, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. « Prenons un café. Si vous le voulez bien. » Cette invitation était si inhabituelle qu'Inès faillit refuser par réflexe. Mais la bienveillance qu'elle percevait dans la voix de son employeur l'encouragea à accepter. Ils s'installèrent dans la cuisine baignée de lumière matinale, le lac gelé scintillant au-delà des baies vitrées. « Racontez-moi », dit simplement Robert en servant 2 tasses de café fumant. Et pour la première fois depuis des années, Inès se mit à parler. Elle raconta ses études brillantes à Paris, sa passion pour la littérature classique, ses rêves de devenir professeur ou critique littéraire. Elle parla de sa mère, décédée brutalement d'un cancer quand Inès avait 24 ans, et de sa sœur cadette Leila, restée à Tunis, frappée par une maladie rare qui nécessitait des soins coûteux. « J'ai tout quitté », expliqua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Mes études, mes amis, ma vie parisienne.
Il fallait que je trouve du travail rapidement pour envoyer de l'argent à Leila. Je suis venu en Suisse parce qu'on m'avait dit que les salaires étaient meilleurs, même pour les emplois de service. Robert l'écoutait sans l'interrompre, bouleversé par cette révélation. Cette femme qu'il croisait chaque matin en costume de femme de ménage était doctorante en littérature française, contrainte de renoncer à sa vocation par les circonstances de la vie. « Et votre sœur maintenant » demanda-t-il doucement. « Elle va mieux, mais les traitements doivent continuer. C'est pour cela que je ne peux pas. Que je ne peux pas envisager autre chose que ce travail, même si parfois, elle s'arrêta, consciente d'en avoir peut-être trop dit. Même si parfois quoi, encouragea Robert. Même si parfois, quand je suis dans votre bibliothèque, j'ai l'impression de retrouver qui j'étais vraiment. Mais c'est égoïste de ma part. J'ai des responsabilités. Robert resta silencieux un long moment, digérant ce qu'il venait d'apprendre. Cet homme qui avait l'habitude de prendre des décisions rapides et stratégiques se trouvait face à une situation qui touchait son humanité profonde. Il voyait en Inès une intelligence gâchée par les circonstances, un talent étouffé par la nécessité. Le lendemain matin, Inès arriva aux Penthouse comme d'habitude. Mais en entrant, elle trouva sur la table de l'entrée une enveloppe portant son nom, écrite d'une main élégante. À l'intérieur, une lettre qui allait changer sa vie. « Chère Inès », avait écrit Robert. Après notre conversation d'hier, j'ai pris contact avec la Fondation Adler pour l'éducation, une organisation que je préside et qui offre des bourses d'études à des personnes méritantes. Vous trouverez ci-joint une proposition de bourse complète pour reprendre vos études à l'Université de Genève, dans le programme de maîtrise en littérature française. Cette bourse couvre non seulement les frais de scolarité, mais également un salaire mensuel qui devrait vous permettre de subvenir à vos besoins et à ceux de votre sœur. Inès dut s'asseoir tant l'émotion était forte. Elle relut la lettre plusieurs fois, n'arrivant pas à croire que cette opportunité inespérée se présentait à elle. Mais rapidement, la réalité la rattrapa. Comment pourrait-elle accepter cette générosité sans se sentir redevable? Et surtout, serait-ce suffisant pour continuer à aider Leila? Quand Robert rentra ce soir-là, il la trouva qui l'attendait dans le salon, la lettre à la main et les yeux rougis par les larmes. « Monsieur Adler », commença-t-elle en français, « je ne sais comment vous remercier pour cette proposition extraordinaire. Mais je ne peux pas accepter. La bourse que vous proposez est généreuse, mais je ne pourrai pas envoyer autant d'argent à ma sœur qu'avec mon travail actuel. Et je ne pourrais pas vivre avec moi-même si elle ne recevait pas les soins dont elle a besoin. » Robert s'était préparé à cette réaction. Il connaissait assez la nature humaine pour savoir qu'Inès, dans sa noblesse d'âme, choisirait le sacrifice personnel plutôt que la réalisation de ses rêves. « Inès, dit-il calmement, puis-je vous poser une question? Si l'argent n'était pas un problème, si vous saviez que votre sœur recevrait les meilleurs soins possibles quoi qu'il arrive, que choisiriez-vous de faire de votre vie? » Elle le regarda avec surprise, déstabilisée par cette question hypothétique. « Je reprendrai mes études, bien sûr. J'achèverai ma thèse sur l'influence de la philosophie antique dans la littérature française du XVIe siècle. J'enseignerai peut-être. Mais c'est un rêve impossible, monsieur. Et si je vous disais que ce rêve peut devenir réalité? » Robert se dirigea vers son bureau et revint avec un document. « Il s'agit d'un virement que j'ai effectué hier soir sur un compte spécialement ouvert pour les soins de votre sœur. Cette somme devrait couvrir ses traitements pour les 5 prochaines années, plus une réserve de sécurité. » Inès regarda le document, les chiffres dansant devant ses yeux. C'était une somme astronomique, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Elle leva les yeux vers Robert, incapable de prononcer un mot. « Pourquoi » parvint-elle finalement à articuler. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Robert s'assit en face d'elle, son expression grave et sincère. « Parce que j'ai reconnu quelque chose en vous hier matin. Quand vous récitiez Montaigne, vous n'étiez plus une femme de ménage dans ma bibliothèque. Vous étiez une intellectuelle passionnée, une âme cultivée qui rayonnait de l'intérieur. Et je me suis rendu compte que le monde a besoin de personnes comme vous, pas cachées derrière un uniforme de service, mais libres d'exprimer leur intelligence et leur sensibilité. » Il marqua une pause avant de continuer. « J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, Inès. J'ai pu réaliser mes ambitions, construire ma fortune, vivre selon mes choix. Mais quelle valeur a tout cela si je ne peux pas aider quelqu'un d'exceptionnel à retrouver son chemin? Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans l'intelligence humaine. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Inès. Elle pensait à sa mère, qui avait toujours cru en ses capacités et qui aurait été si fière de la voir reprendre ses études.
Elle pensait à Leïla, qui lui avait souvent dit de ne pas sacrifier ses rêves pour elle. Elle pensait à tous ces matins passés dans cette bibliothèque, à rêver en secret d'une seconde chance. Comment pourrais-je jamais vous rembourser une telle générosité, demanda-t-elle. En réussissant, répondit simplement Robert. En devenant la femme brillante que vous êtes destinée à être. En enseignant, en écrivant, en transmettant votre passion pour la littérature à d'autres. Et peut-être, un jour, en aidant à votre tour quelqu'un qui se trouve dans la situation où vous étiez. Cette nuit-là, Inès ne dormit pas. Elle marchait dans son petit appartement, relisant la proposition de bourse, regardant le document attestant du virement pour sa sœur, n'arrivant pas à réaliser que sa vie venait de basculer. Elle appela Leïla à Tunis, qui fondit en larmes de joie en apprenant la nouvelle. « Va y, ma sœur, lui dit Leïla entre deux sanglots. Maman aurait voulu que tu y ailles. Moi aussi, je le veux. Tu as assez sacrifié pour moi. Il est temps que tu vives pour toi. » 3 mois plus tard, par une matinée de printemps où le lac Léman scintillait sous un soleil radieux, Inès franchit les portes de l'université de Genève. Elle portait un tailleur simple mais élégant, et sous son bras, un exemplaire des Misérables de Victor Hugo, le premier livre qu'elle avait acheté avec sa nouvelle bourse d'études. Elle avait quitté le Pantouse de Robert avec reconnaissance et émotion, mais aussi avec la promesse de rester en contact. Il avait insisté pour qu'elle le considère non plus comme un employeur, mais comme un ami et un mentor. Dans les couloirs de l'université, entourée d'étudiants passionnés et de professeurs érudits, Inès retrouvait peu à peu la femme qu'elle avait été à Paris. Ses interventions en cours impressionnaient ses professeurs par leur profondeur et leur originalité. Sa thèse sur l'influence de la philosophie antique dans la littérature française avançait rapidement, nourrie par toutes ces années de réflexion silencieuse. 1 an après cette matinée qui avait tout changé, Inès reçut une invitation de Robert pour un dîner dans son Pantouse. Quand elle arriva, elle fut surprise de voir que d'autres invités étaient présents, des professeurs de l'université, des écrivains, des intellectuels genevois. Ce soir-là, Robert présenta Inès non comme son ancienne femme de ménage, mais comme une brillante chercheuse en littérature française, lauréate de la bourse Adler. Elle donna une conférence improvisée sur l'influence de Sénèque dans les essais de Montaigne, captivant l'auditoire par son érudition et sa passion. Après le départ des invités, Robert et Inès se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque où tout avait commencé. Les mêmes livres étaient là, mais tout avait changé. Inès n'était plus la femme effacée qui les dépoussiérait en silence. Elle était redevenue elle-même, dans toute sa dimension intellectuelle et humaine. « Vous aviez raison, dit-elle à Robert. Ce jour-là, quand vous m'avez entendu réciter Montaigne, vous n'avez pas seulement entendu du français parfait. Vous avez entendu une âme qui étouffait et qui avait besoin d'être libérée. » Robert sourit, ému par le chemin parcouru. « J'ai appris quelque chose moi aussi, répondit-il. Que parfois, la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est de pouvoir changer une vie. Votre réussite me remplit de fierté, mais plus encore, elle me rappelle pourquoi nous sommes sur cette terre, pour nous élever mutuellement. » 2 ans plus tard, Inès soutint brillamment sa thèse de doctorat. Dans l'assistance, au premier rang, se trouvait Leïla, venue spécialement de Tunis où elle était maintenant complètement guérie, et Robert, qui avait tenu à être présent pour ce moment historique. Le titre de sa thèse était « De l'art de bien vivre, la résurgence de la philosophie antique dans la littérature française de la Renaissance à nos jours. » Dans sa dédicace, elle écrivit « À ma mère, qui m'a donné l'amour des mots. À ma sœur, qui m'a donné la force de continuer. À Robert, qui m'a donné une seconde chance. Et à tous ceux qui croient encore qu'une voix qui murmure peut changer le monde. » Aujourd'hui, le professeur Inès Benali enseigne la littérature française à l'Université de Genève. Elle a créé une fondation qui aide les étudiants brillants issus de milieux défavorisés à poursuivre leurs études. Chaque année, elle reçoit des centaines de lettres d'anciens étudiants qui lui racontent comment ces cours ont changé leur rapport à la littérature et à la vie. Et parfois, quand elle traverse les couloirs de l'université ou qu'elle se promène au bord du lac Léman, elle repense à cette matinée glaciale où elle récitait Montaigne dans une bibliothèque silencieuse. Elle repense à ce moment où sa voix, qu'elle croyait muette, a été entendue par quelqu'un qui a su y reconnaître non pas seulement une parfaite maîtrise du français, mais l'écho d'une intelligence prisonnière qui demandait à être libérée. Car il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Il y a des voix qui portent plus loin que les mots qu'elles prononcent. Et il y a des âmes qui savent reconnaître d'autres âmes, par-delà les apparences et les conventions sociales. L'histoire d'Inès et de Robert nous rappelle que derrière chaque personne que nous croisons se cache parfois un univers insoupçonné,
une richesse intérieure que les circonstances ont pu enfouir mais jamais vraiment détruire. Elle nous enseigne que la véritable générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent, mais à donner aux autres la possibilité de redevenir qui ils sont vraiment. Et elle nous murmure, comme les vers de Montaigne qu'Inès récitait ce matin-là, que nous ne sommes pas que cérémonie, que nous pouvons abandonner les apparences pour retrouver la substance des choses, le tronc et le corps de notre véritable nature. Quand Robert avait entendu Inès parler français parfaitement, il avait d'abord été surpris par cette découverte inattendue. Mais ce qu'il avait vraiment perçu, au-delà de la langue et de l'accent, c'était l'écho d'une âme cultivée qui refusait de s'éteindre, même dans l'exil et la nécessité. Et en choisissant de libérer cette âme, il avait découvert que sauver quelqu'un d'autre peut aussi nous sauver nous-mêmes. Car parfois, il suffit d'une oreille attentive, d'un cœur ouvert et d'une main tendue pour qu'une vie reprenne son cours véritable. Et parfois, les plus belles histoires commencent par une phrase murmurée dans le silence, que quelqu'un a pris la peine d'écouter vraiment.